Bonjour. Comme vous le voyez, ce n'est pas une erreur de calendrier. J'ai retrouvé, enfin, elle n'avait pas vraiment disparu, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai retrouvé les images que je voulais vous passer la dernière fois. Alors, c'est évidemment décalé par rapport au cours d'aujourd'hui, mais je ne voulais pas manquer cette occasion de vous montrer la présence des lettres brahmiques, des bonji, donc, dans la culture japonaise moderne, à tous les niveaux. On commence par celui qui est le plus familier à la plupart des gens, n'est-ce pas? Ça, ce sont ce qu'on appelle les itatoba ou itatoba, littéralement les stupas de planches. Ce sont des labels de bois dans les cimetières. Et vous voyez que très souvent, elles ont un bonji. Alors, il est bizarrement, celui-ci est bizarrement proportionné, puisque vous voyez le signe de la nasalisation qui est très séparé de la lettre inférieure, qui est nan, n'est-ce pas? Et c'est une salutation à Namu Henjo Kongo, donc c'est-à-dire l'un des autres noms de Dainichi. En voici encore une autre. Cette fois, ce n'est pas dans un cimetière, mais c'est sur un hôtel domestique, et qui est tout à fait courant aussi. Là, vous en avez sur les ihai, donc les tablettes funéraires que l'on met sur les hôtels domestiques. Il n'y a que le premier, n'est-ce pas, le premier signe est une lettre brahmique, le A. Voici dans les dessins animés japonais, vous avez ici un sabre muni d'un bonji, je suppose pour indiquer la force. C'est le bonji han, c'est-à-dire kan, n'est-ce pas, prononcé kan en japonais, que nous avons vu la dernière fois comme le symbole du vent. Voici cette fois le même bonji, mais avec la voyelle longue, hang. Alors cette fois, ce sont des petits pendentifs, n'est-ce pas, netsuke que l'on accroche pour faire équilibre à divers objets. Ici, vous en avez un autre avec ri, alors prononcé en sanskrit rir, c'est-à-dire, et en japonais kiriku. Kiriku, c'est le bonji, c'est le shuji, c'est la lettre germe du Bouddha Amida. Elle est très répandue. Là, vous avez encore un netsuke, sans doute pour mettre sur les téléphones portables, n'est-ce pas? Je ne vois pas, je pense que c'est le même. Ici, vous avez un téléphone portable, cette fois, avec, encore une fois, stylisé de façon moins reconnaissable, parce que vous voyez les deux points qui signalent l'aspiration sont mis des deux côtés de la lettre. Normalement, ils devraient être verticaux ici. Et c'est encore une fois Kiriku, la lettre germe d'Amida. Voici cette fois un tatouage. Alors, j'en ai trouvé plusieurs, mais enfin, je vous mets l'un de ceux qui sont le plus regardables. Alors, Karaka, n'est-ce pas? Ici, c'est un autre tatouage dans un endroit plus sensible, mais je pense que c'est plutôt décalqué que tatoué. Cette fois, c'est la lettre hum, n'est-ce pas? Le on-noji, c'est-à-dire la lettre qui fait l'objet d'un des traités de Kukai, le traité qui suit le Shōjiji Sogi. Voici encore une fois un tatouage, je pense que c'est un biceps. Encore une fois, Kiriku, n'est-ce pas? La lettre germe d'Amida. Voici une sorte de site avec toutes sortes de vêtements décorés de bonji. Vous avez des blousons, des t-shirts, tout ce que vous voulez, avec l'adresse pour les commander, mais on ne la voit pas assez bien. Je vous ai parlé aussi de la grande vogue de longue date des mandalas dont les figures de Bouddha et de Bodhisattva sont remplacées par la lettre germe, donc les lettres brahmiques représentant les différents Bouddhas et Bodhisattvas. Vous avez ici le Vajradhatu Mandala, le Kongokai Mandala, n'est-ce pas? Ici, la vogue de ces bonji mandala. Il n'y a pas encore de bonji dessinés, donc on ne sait pas si ce sont des figures ou des bonji qui seront dessinés, mais j'ai trouvé ça sur un site de publicité pour les shakyo de bonji. Alors voici, ici je vous donne trois versions d'un même texte qui est le Sutra du cœur, le Hridaya Sutta,
le Hanya Shingyo en japonais, mais de longue date, évidemment, puisqu'on on a des manuscrits de ce sanskrit, de ce texte qui remonte à l'époque de Nara, mais dans les dernières années, il y a vraiment un renouveau de la vogue d'écrire ce Hanya Shingyo que tout le monde écrit, enfin que beaucoup de Japonais écrivent en caractère chinois comme pratique religieuse courante. Maintenant, on les écrit en bonji, n'est-ce pas? Ici, vous l'avez verticalement, ici horizontalement, dans une écriture très décorée. Et voici encore une version plus moderne, toujours pour l'exercice. Voici ce curieux texte de Taichu, n'est-ce pas, ce moine qui est allé prêcher à Okinawa au XVIIIe siècle. Et vous avez ici cette pratique qu'il a développée de mettre en japonais, de transcrire du japonais en bonji. Ça, c'est le titre de l'un de son sorte de journal de rêve, n'est-ce pas, où vous voyez ici écrit, le premier caractère, c'est donc yume, n'est-ce pas? Ensuite, c'est un peu difficile parce qu'il y a une façon tout à fait personnelle d'écrire les bonji. Et ça, c'est utsutsu, n'est-ce pas? Utsutsu no, le no. Et ça, c'est koto, n'est-ce pas? Koto. Et là, c'est le kaku que je vous ai présenté la dernière fois, donc, qui se prononcerait en sanskrit kaha, mais dans la prononciation japonaise courante des bonji, ça devient kaku, et il l'utilise pour écrire le verbe kaku, n'est-ce pas? Etc., etc. C'est donc c'est un exemple tout à fait curieux de l'usage des bonji, et je vous rappelle qu'il a utilisé aussi les bonji pour transcrire les poèmes d'Okinawa. Et voici la dernière image, c'est cette fameuse sentence qui est vieille comme le bouddhisme, enfin comme le bouddhisme écrit, n'est-ce pas? La stance que l'on appelle Hoshinge, la stance prononcée par le Bouddha en corps de loi, Yedharma Hetu Prabhava, etc., n'est-ce pas? Et ça finit ici, n'est-ce pas? Evam Vadi, n'est-ce pas? Maha Shrimana, et ça finit par la lettre Ye qui reprend le début de la stance. La stance elle-même est précédée de encore une fois, et elle finit par ce que l'on prononce à la japonaise Sobaka Svaha, n'est-ce pas, une parole auspicieuse de fin qui conclut le Hanya Shingyo, comme vous le savez, la stance, la dharani du Hanya Shingyo, Gate Gate Haragate, Rasogate Boji Sobaka, n'est-ce pas? C'est celui que vous avez ici. Donc c'est un mélange de l'une des stances les plus primitives, oui, on peut dire, du bouddhisme, qui est d'abord attesté en pali et qui remonte certainement à un état antérieur des langues bouddhiques de l'Inde, et qui est décorée, prise en sandwich entre deux symboles ésotériques. C'était pour vous montrer l'ésotéricisation, si l'on peut dire, des choses, des doctrines les plus, je dirais presque banales du bouddhisme, mais grâce au bonji, n'est-ce pas? Le fait de les transcrire en bonji, comme ça s'est fait au Japon, ça a été une plongée dans le Shingon. Voilà, alors c'était très rapidement, ça a quand même duré 10 minutes, j'en suis désolé, mais je voulais vous montrer que les bonji sont vraiment une présence permanente dans la culture japonaise du début et la fin. Tout le monde l'a remarqué, c'est la troisième écriture en réalité. Et nous allons voir que c'est une écriture qui a profondément influencé les idées japonaises sur leur propre écriture. Alors voilà, maintenant nous allons changer de... Je reprends le calendrier normal et nous nous retrouvons au cours d'aujourd'hui. Alors avant de le commencer, je voudrais vous suggérer, vous rappeler d'abord, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que le texte que je
traduit, que nous lisons et traduisons cette année, a déjà fait l'objet d'une étude en français. Enfin, mais évidemment, comme vous le voyez, c'est un monsieur Jean Quentins qui a fait dans la collection Albin Michel une collection très largement ésotérique en 1981, qui avait traduit, alors vous voyez que ce n'est pas dans le titre, et pourtant la couverture est ornée d'une lettre, d'un bonji, justement, d'une lettre sanscrite. Mais c'est un livre alors très, très intéressant, très hardi, si l'on peut dire, pour l'ésotérisme comparé, puisqu'il met en parallèle les Shittammoji, n'est-ce pas, les lettres Siddham du Japon, avec le Ilm al-Huruf, n'est-ce pas, la science des lettres, la science des lettres en monde islamique, et aussi évidemment les pratiques kabbalistiques sur les lettres. La traduction qu'il en a faite, malheureusement, je ne retrouve plus ce texte qui est caché dans une boîte en carton au fond d'une cave du 15e arrondissement, avec énormément d'autres textes très intéressants. Ce n'est pas du tout une remise à l'écart, c'est simplement que des questions de place. La traduction qu'il a faite en français, autant qu'il m'en souvienne, avait été faite au Japon, à Kyoto même. C'était le fruit d'un séminaire qu'il avait partagé avec, qu'il avait suivi d'un professeur japonais. Je voudrais aussi vous soumettre par curiosité un parallélisme occidental. C'est un texte assez mystérieux, enfin mystérieux, oui, comme le nom l'indique, qui s'appelle justement De Graecarum Literarum Mysteriis, les mystères des lettres grecques, qui a été d'abord, dont on connaissait d'abord une traduction en copte, n'est-ce pas? Et cette traduction du copte a été traduite en français au début du siècle par un certain Hebeling, enfin, c'était un coptisant, les mystères des lettres grecques. Ensuite, il a fait l'objet d'une édition beaucoup plus récente, cette fois sur le texte grec lui-même qui a été retrouvé, donc le Vom Mysterium der Buchstaben, n'est-ce pas, du mystère des lettres, de Madame Cordula Bant. Et le texte est en préparation aussi en édition bilingue en collection sources chrétiennes. Ça vous montrera que les spéculations sur les rapports entre lettres et symbolisme religieux sont très anciens. Ce texte, dont on ne connaît pas l'auteur, enfin l'auteur qui était donné par Hebeling, Cépas, un prêtre copte du nom de Cépas, il n'en était peut-être que le transcripteur. Il semble que ce soit un texte grec du 5e siècle après l'ère chrétienne, mais ce qui est intéressant, c'est que les lettres dont il est question, bien que l'on dise ici lettres grecques, ce sont les 22 lettres de l'alphabet grec, c'est-à-dire qu'évidemment, l'alphabet grec a 24 lettres, donc c'est en réalité un décalque des alphabets sémitiques, syriaques et hébreux. Donc l'idée est à peu près la même que dans les bonji, c'est dans une langue un texte sur un alphabet d'une autre langue qui est considéré comme plus performatif, si vous voulez, du point de vue sacré. Je vous donne aussi très rapidement, vous le retrouvez sur le site, une bibliographie très simple des textes facilement disponibles qui nous commentent le texte d'aujourd'hui. Je fais allusion très brièvement aux deux commentateurs qui vont guider, lorsqu'il en sera besoin, il en laisse toujours besoin, mais lorsqu'il y aura des idées, disons, assez originales pour être mentionnées dans le cadre de la lecture du texte simple, les deux commentateurs japonais qui sont les plus importants pour ce texte. Vous voyez qu'ils sont largement postérieurs à Kukai. Il n'y a pas de texte suivi plus ancien. En particulier, celui de Dohan nous intéresse beaucoup parce que si vous voyez les dates, 1178-1252, c'est l'exact contemporain de Jien, dont nous parlons souvent ici, et auquel j'ai fait allusion la dernière fois dans sa revalorisation des lettres, du syllabaire japonais, des kana, comme parallèle, voire produit dérivé en quelque sorte de la langue sanscrite. Vous verrez tout à l'heure, à l'extrême fin du cours, je serai d'ailleurs obligé de sauter quelques pages certainement, parce que sinon nous n'arriverons pas à l'heure, et vous verrez des idées de Dohan qui
sont tout à fait dans la ligne de ce que j'essaye de démontrer ici. Un autre beaucoup plus tardif, Raiyu, donc, qui est toujours de l'époque Kamakura, d'une autre école que Dohan. Et les deux textes sont conservés dans le Shingonshu Zensho, volume 14. Voilà. Bien, alors nous allons commencer à travailler aujourd'hui sur ce Shoji Jisogi, que je traduis encore une fois, comme je vous dis, comme traduction de travail, en quelque sorte. Le sens des phonèmes, des graphèmes et de l'aspect réel, vous allez voir que ce n'est pas si facile que cela de traduire ces concepts. Pour ce qui est de la date exacte de la composition du texte dans la vie de Kukai, enfin, on ne peut la situer que grosso modo. On sait que c'est antérieur à l'ouvrage que je vous avais présenté il y a 2 cours, je crois, le Sokushin Jōbutsugi, n'est-ce pas, le sens de la réalisation de l'état de Bouddha dès ce corps. Mais comme on n'a pas la date exacte de ce premier opuscule, c'est difficile de déterminer le second. On sait que le premier a été fait entre 815 et 824. Donc, et on sait qu'il est aussi antérieur cette fois à un autre texte de Kukai. On peut parler des années 820 si vous voulez. Enfin, je veux simplement vous rappeler qu'avec le Sokushin Jōbutsugi qui le précède et le Unjigi, la source de la lettre Un qui le suit, ce texte est considéré comme une trilogie, Sandaibu, Sambu, de Kukai sur les lettres sanskrites. Alors, nous allons aborder directement le texte. Comme il est de règle dans un exposé doctrinal organisé, l'auteur commence par annoncer les parties qu'il entend traiter. Kukai se conforme à l'un des usages les plus répandus, qui est de définir tout d'abord l'intention générale de l'ouvrage. C'est le premier sous-titre, la première des parties, Joi, n'est-ce pas? Joi, que l'on lirait en kundoku, I-o nobu, I-o noberu en japonais moderne, n'est-ce pas? C'est-à-dire le développer, narrer, exposer le sens, l'intention. Il y a ensuite une partie qui s'intitule Shakumyo Taigi, qui est composée de 2 parties. C'est un terme qui est composé de 2 parties, vous voyez, sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. C'est la partie la plus longue de l'ouvrage et la plus importante. Et quant au sens exact, nous y reviendrons dans un instant. La troisième partie est intitulée Discussion, Mondo, vous voyez, littéralement questions et réponses. Dans ce texte, alors ce sont les 3 parties annoncées par Kukai lui-même, n'est-ce pas? Enfin, si nous ajoutons foi au fait que le texte n'a pas été retouché. Mais cette partie est extrêmement succincte, on peut même dire qu'elle n'existe pas, puisqu'il y a simplement à la fin un échange de questions-réponses, tout simplement, alors que normalement il devrait y en avoir plus. Mais comme dans la seconde partie, il y a plusieurs échanges questions-réponses, on peut se demander si Kukai n'a pas voulu anticiper en quelque sorte comme troisième partie ce qu'il mettait à la fin de chacun de ces exposés de la seconde partie. Bon, sinon, il n'est pas rare, vous le savez, dans les textes chinois et japonais, que lorsqu'on annonce une troisième, ou enfin une partie qui ne vient pas, l'un des exemples les plus célèbres, c'est dans la somme de contemplation, le Makashikan, n'est-ce pas, du grand maître du Tendai Chingi du VIe siècle, il annonce 10 chapitres et on n'en a que 8. Donc c'est quelque chose qui arrive. Alors pour ce qui est de cette seconde partie, Shakumyo Taigi. Shakumyo signifie exégèse des termes ou des dénominations. Bon, c'est quelque chose qui est assez fréquent, parce que vous savez que Kukai n'improvise pas, il suit des nomenclatures que suivent presque tous les moines lettrés qui font un exposé sur un texte ou une question. Donc, myo, c'est la dénomination, c'est l'appellation. Vous verrez que c'est un terme très important, puisque vous voyez qu'il rappelle aussi le kemyo, n'est-ce pas, les appellations provisoires qui sont celles du monde phénoménal. Et l'autre locution, taigi, avec gi, vous avez le sens bien sûr de sens, justement, de sens ou de dogme. N'oubliez pas, ça veut dire les 2 choses. Et c'est très ennuyeux parfois de distinguer l'un l'autre.
ça peut vouloir dire le sens par opposition à la lettre, et c'est ce que nous avons ici. Myogi, comme vous le voyez dans au quatrième point, Myogi est l'équivalent de Mongi, n'est-ce pas, qui ressemble un peu à l'opposition de saint Paul, n'est-ce pas, entre l'esprit et la lettre, si vous voulez. Donc, Gi, le sens, l'esprit, dirions-nous dans notre mentalité occidentale, et Mon, la lettre, ou Myo, l'appellation. Vous voyez déjà que Myo, appellation, et Mon, la lettre écrite, sont considérées comme équivalentes dans le monde indien et dans le monde chinois, pardon. Bon, pour ce qui est du Thaï, si ceux qui ont fait un peu de Kambun, il y a une petite question ici qui est en quelque sorte résolue par Kukai lui-même après. Mais on voit, normalement, vous voyez, Shakumyo Taigi, vous savez que les termes chinois sont strictement parallèles, et, normalement. Et parallèles au sens des fonctions grammaticales qui sont données dans qui sont utilisées dans les compositions. Shakumyo est un composé verbe non. Vous voyez, c'est myo ou na au shakusu. Littéralement expliquer les noms. Donc taigi devrait être dans la même fonction, dans le même rapport. C'est-à-dire que vous avez gi, le sens, gi au taisu. Alors évidemment, personne ne lit comme cela, on a une autre lecture qui est plus normale, si vous voulez, et c'est celle évidemment qui est appelée par le texte après, taigi, littéralement le sens substantiel, c'est-à-dire le sens qui constitue la substance des appellations. C'est ce qui est derrière les appellations. Mais on peut aussi comprendre gi au taïs, et c'est un sens verbal tout à fait courant dans le bouddhisme, que je vous donne ici dans les locutions comme taiku, par exemple, ou taigesu. Taiku, vous voyez que taiku est opposé à shaku. C'est donc ku au taïsu et shaku au shakusu. Shakusu, vous voyez, c'est le seki de Bunseki, analyser. Donc c'est comprendre la vacuité par analyse, analyser la vacuité, et taiku, on est le contraire, c'est-à-dire, c'est le contraire de l'analyse, c'est la compréhension globale, c'est la compréhension, en quelque sorte, en se plongeant dans la substance même, c'est une plongée dans la substance de l'objet. Et à ce moment-là, si l'on lit myo shakushite gi o taisu, ça devient un composé chinois tout à fait viable, n'est-ce pas? Et ça voudrait dire alors, et comme vous savez que Kukai était un grand sinisant, il se peut que dans son titre, en tout cas, il ait compris ainsi l'expression, et ça serait alors l'explication, l'exégèse des appellations et la compréhension intuitive, la compréhension profonde du sens qui est derrière. Ce serait beaucoup plus satisfaisant. Et nous allons voir que Kukai, d'un certain côté, nous donne raison à cette idée d'aspect verbal de la chose. On verra tout à l'heure. Bon, pour ce qui est de la première phrase, donc la première partie qui est sur le sens ou l'intention, la première phrase en est tout à fait révélatrice. Je ne vais pas vous lire, à chaque fois ça nous prendrait trop de temps en lecture kundoku, n'est-ce pas? Nous referons ça peut-être dans le cadre du séminaire. Je vous donne ainsi la première phrase. Le premier caractère est à laisser tomber. Ça veut dire simplement que l'on commence, n'est-ce pas? L'ainsi venu, en prêchant la loi, a forcément recours aux signes d'écriture. Alors certes, la plupart des lectures japonaises du texte imposent ici pour le verbe sha la lecture yoru, explicative yoru, c'est-à-dire donc monji ni yoru, s'appuyer sur quelque chose. On verra d'ailleurs un peu plus bas un autre caractère, le caractère yu, employé dans un contexte voisin. Mais on sait bien que ce caractère, le caractère sha, donc, est très fréquemment employé pour un autre, qui est shaku, et dont la lecture explicative est kadu, kadiru en moderne, tout comme le caractère qui entre dans la composition de kemyo et de kata, n'est-ce pas? C'est-à-dire le caractère kadiru qui est plus commun, que vous avez dans kemyo et kata. Donc, dès la première phrase, Kukai situe la fonction des graphèmes, monji, dans le domaine de l'emprunt, du moyen, du média. Les graphèmes que nous pouvons pour l'instant nous risquer à traduire par les lettres sont les instruments indispensables, comme le dit le mot kanarazu,
de l'expression de la loi des ainsi venus. Je traduis par ainsi venus le terme Tathagata, n'est-ce pas, Nyorai, qui désigne les Bouddhas, disons, dans leur aspect parfaitement réalisé d'une part, et en même temps tournés vers la prédication, vers les humains de l'autre. Ce ne sont pas des Bouddhas qui restent dans leur nirvana, en quelque sorte. Je simplifie un peu. Donc, nous verrons au séminaire que les commentateurs vont évidemment soulever une objection majeure, à savoir duquel des corps de Bouddha peut-on dire qu'il prêche la loi. Dans les conceptions répandues dans la plupart des écoles bouddhiques, il semble entendu qu'il y a une contradiction à imputer au plus haut niveau des corps de Bouddha la plongée dans le mondain et l'adaptation au phénoménal qui implique le recours aux signes d'écriture. Ce sont les Bouddhas en corps d'adaptation, c'est-à-dire, ce n'est pas ce que j'ai écrit ici, hein, c'est donc Ojin ou Keshin, nous verrons le terme plus tard, ou éventuellement en corps de rétribution, Hojin, ici, n'est-ce pas, qui se livrent à des exposés linéaires de la loi. On pourrait à la rigueur admettre que l'idée de la prédiction par l'unique son originel, qui est la lettre A, se rattacherait au plus haut niveau. Mais ce n'est pas ce qui sera dit dans ce texte. Ici, Kukai confère bien l'usage des caractères d'écriture aux Bouddhas en général, sans spécifier leur niveau d'existence. Il ne s'agit donc pas uniquement des lettres brahmiques et pas uniquement des Bouddhas en corps de loi, ce qui laisse la porte ouverte à l'unification de l'ensemble du phénoménal dans le réel. Mais vous verrez que peu à peu, Kukai va nous implanter l'idée selon laquelle ce sont les Bouddhas en corps de loi. Cette idée est bien sûr renforcée par la phrase qui suit. Le lieu où se trouvent les graphèmes. Alors, je n'insiste pas sur la tournure chinoise. Nous allons voir à plusieurs reprises des tournures chinoises qui sont à la limite je ne dirais pas du correct, du compréhensible. Mais c'est Kukai, n'est-ce pas? Donc, il connaît bien le chinois. Et il faut se demander ce qu'il y a derrière, ne pas aller chercher des fautes là où il n'y en a pas. Je vous dis, parce que nous n'aurons pas l'occasion de le voir ici, nous le verrons peut-être dans le séminaire, les lectures explicatives japonaises, les kundoku, parfois justement gomment, effacent ces incohérences, ces originalités du Kanbun de Kukai en les adaptant en japonais, en un japonais tout à fait viable. Si bien que les japonais qui lisent en kundoku, en lecture kun, ne s'aperçoivent pas des questions vraiment grammaticales, textuelles. Donc le lieu où se trouvent les graphèmes, sa substance, la substance de ce lieu, est les 6 poussières. Avant d'aller plus loin, rappelons que les 6 poussières, Rokujin, est une appellation commune des 6 domaines sensoriels, les Rokkyo, dans ce que l'on appelle la nouvelle école des traductions. Je n'insiste pas là-dessus. Donc ce sont les 6 catégories d'objets des sens, constituées par les mêmes objets que nos 5 sens occidentaux, n'est-ce pas, auxquels on ajoute un 6e sens qui est le sens mental, I, lequel a pour objet les entités Ho. L'appellation de 6 poussières au lieu de 6 domaines, Rokkyo, qui est plus fréquent donc, enfin qui est plus fréquent dans la nouvelle traduction, et qui est largement employé maintenant, accentue encore le caractère phénoménal de l'appellation, ce qui manifeste de façon d'autant plus éclatante l'idée de Kukai. La phrase elle-même est quelque peu surprenante du point de vue syntaxique, mais là ce n'est pas la question. On ne voit pas clairement comment la seconde partie s'articule avec la première, bien que l'on puisse avoir une assez bonne idée du sens général auquel s'attachent uniquement les commentateurs. Nous pourrions traduire plus précisément par là où se trouvent les graphèmes, leur substance est les 6 poussières. Ou bien même traduire carrément shozai par le mode d'être, parce que d'une façon très curieuse, ce shozai est lexicalisé, est devenu un composé sino-japonais, qui a eu une grande fortune jusqu'au XXe siècle, parce qu'il a été repris par un philosophe très original du XXe siècle, un philosophe japonais du nom de Ishizu Teruji, qui a justement mené une réflexion philosophique inspiré de l'Occident, mais en termes bouddhiques, sur une philosophie existentielle, en quelque sorte, où le terme de shozai joue un rôle considérable. Et là, il l'utilise vraiment presque comme un équivalent du Dasein heideggerien, n'est-ce pas? Donc, ce mode existentiel, n'est-ce pas, des lettres, des graphèmes, ont une substance qui est les rokujin, les 6 poussières. Donc, vous voyez que le mot taille, ici, c'est le même mot que Canada de tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est simplement un graphème différent.
cela semble contradictoire. On ne peut pas avoir les passions, les objets des sens, les objets des passions des sens. Je vous donne ici ces 6 objets, n'est-ce pas? C'est-à-dire shiki, shoko, misokuho, la forme, le visible, la voix, les sons. C'est le sho de shoji, de shoji jiso que nous avons ici, les parfums ou les odeurs, les saveurs et les contacts. Et le 6e objet de sens, ce sont les entités. Mais la phrase suivante nous indique la façon dont il faut comprendre comment les 6 poussières peuvent constituer une substance, ou plutôt la façon dont elles sont la manifestation de cette substance au niveau phénoménal. Le fondement des 6 poussières, moto, voyez, moto, est bel et bien les 3 mystères du Bouddha en corps de loi. Buppo Sammitsu, Sokuze, Sunawachi Korenari. On comprend alors comment on peut parler de substance des 6 poussières. Les 3 mystères, c'est Sammitsu, que je préfère traduire ainsi plutôt que par les 3 secrets, comme on le dit plus souvent, parce qu'il s'agit véritablement de mystère, dans un sens voisin de celui que l'on trouve dans les représentations religieuses occidentales, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne peut pas comprendre mais auquel il faut croire, n'est-ce pas? On exprime sous ce terme l'idée selon laquelle la triple activité corporelle, langagière et mentale, Shinku-i, vous vous souvenez, des êtres que nous sommes, peut, grâce à l'adjuvance, le kaji, que je vous ai donné ici et que nous reverrons plus tard, grâce à l'adjuvance, c'est-à-dire à l'aide que les Bouddhas dispensent dans leur immense compassion, sont identiques à celles des Bouddhas eux-mêmes. Et il s'agit sans ambiguïté du plan d'existence le plus sublime de Bouddha, le corps de loi, puisque le composé Hōbutsu n'est qu'un abrégé de Hoshin Butsu, c'est-à-dire le Bouddha en corps de loi. On voit la linéarité du lien que suggère Kukai. Les graphèmes, les passions, la substance, les 3 mystères, le corps de loi. Donc nous partons vraiment des graphèmes de Moji jusqu'à Hoshin. Et c'est une linéarité, mais qui est évidemment superposée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas séparés. D'entrée de jeu, notre plan d'existence est défini comme identique, et vous voyez cette locution que j'ai traduite par Sunawachi Korenari n'est qu'une lecture du chinois Sokuze, qui est l'équivalent chinois du verbe sanskrit asti, être, notre verbe être à l'occidental, pour lequel il n'existe pas vraiment d'équivalent chinois, ni même japonais, le verbe être d'identification, et que vous avez ici. Donc c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est l'okujin no hon, le fondement des 6 poussières, ce sont les 3 mystères du Bouddha en corps de loi. Le reste du texte ne pourra pas bien sûr aller plus loin, ni plus haut. C'est bien le dai-i, le grand sens de son opuscule que Kukai couche en ces termes. À partir de là, il faut bien le dire, ce qu'on appelle la rhétorique bouddhique se développant en quelque sorte naturellement une fois que l'idée est donnée, Kukai ajoute 2 phrases qui approfondissent l'intrication des 2 plans d'existence. Tout d'abord en précisant que les 3 mystères en leur égalité, c'est la phrase ici, sont coextensifs, hen, n'est-ce pas? J'utilise ce terme de la logique parce que c'est tout à fait ce qu'il indique. Ils recouvrent exactement la même surface, ils ont la même portée. Les 3 mystères en leur égalité sont coextensifs au plan de loi. Ils sont permanents et éternels. Il faut ici être très prudent. Aidé à la fois par les commentateurs et la phrase suivante, je pense qu'il convient de mettre plan de loi au pluriel. Plan de loi, c'est-à-dire Hokkai Dharmadhatu, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas ici simplement du Dharmadhatu, qui est la dimension où demeure le Bouddha en corps de loi, mais bien du plan d'existence des dharmas ou des entités, c'est-à-dire de l'ensemble de l'univers considéré dans sa continuité en incluant le phénoménal comme le réel. S'explique mieux ainsi l'égalité des 3 mystères, qui sont d'une part égaux entre eux, c'est-à-dire que le mystère du corps est égal et identique à celui de la parole et de l'esprit, et ainsi de suite pour les 3, mais ils sont aussi égaux à tous les niveaux d'existence, ainsi que les précisent les commentateurs en citant à ce sujet un autre texte de Kukai, le texte cette phrase que je vous mets en second, qui est tirée de l'Unjigi, un texte qui vient après celui que nous lisons en ce moment, où il est dit que les 3 mystères du Bouddha en corps de loi n'excluent tuile ni pierre, herbe ni arbre,
Il ne rejette pas les hommes, les dieux, les trépassés ou les animaux. C'est-à-dire que nous avons ici une sorte de résumé, moins les 4 niveaux supérieurs, des 10 niveaux d'existence. On voit ainsi que nous ne sommes pas si éloignés, malgré ce que l'on trouve dans les traités dogmatiques qui tiennent à tout prix, et parfois à juste raison, à bien différencier entre eux les dogmes des différentes écoles, de la notion des 10 plans de loi, au sens de 10 niveaux d'existence, que je vous mets ici, qui sont courants dans le Tendai. La meilleure preuve en est la phrase suivante, dont on voit qu'elle est strictement parallèle à la première. Les 5 sagesses et les 4 corps comportent la totalité des 10 mondes, des 10 niveaux d'existence. Vous avez bien ici le terme Jikkai, n'est-ce pas? Sans défaut aucun. Comme cela arrive souvent dans les textes bouddhiques sino-japonais, Kukai fait tacitement appel aux différents niveaux de sens d'un même terme pour en accentuer l'universalité. Si le plan de loi dans le Shingon signifie la dimension où demeure le Bouddha Dainichi en perpétuelle concentration, dimension dont la substance n'est autre que la sagesse dite sagesse de nature substantielle du plan de loi, Hokkai Taishouchi, il est aussi entendu qu'il y intègre toutes les modalités d'existence phénoménale. C'est ce que souligne la seconde phrase. Les 5 sagesses et les 4 corps comportent la totalité des 10 mondes. Les 5 sagesses en question sont reliées au Bouddha, dont 4 forment en quelque sorte l'émanation, sont reliées aux 5 Bouddhas, dont 4 forment en quelque sorte l'émanation du Bouddha Dainichi Mahavairochana. De même que les 4 sagesses personnifiées par ces 4 Bouddhas sont subsumées dans la sagesse de nature substantielle du plan de loi que nous venons de voir, n'est-ce pas? Il n'est pas besoin d'entrer ici dans les détails de cette nomenclature, qui prendrait trop de temps. Contentons-nous de nous rappeler de cette équivalence entre plan de loi et 10 niveaux d'existence, entre lesquels circule librement l'action des 3 mystères, considérés comme substantiellement égaux chez les êtres et chez les Bouddhas. Pour ces 4 corps, disons simplement qu'il s'agit ici, selon un commentateur, du corps de nature propre, le Jishōshin, n'est-ce pas, du corps de fruition, Juyūshin, du corps de transformation, Hengeshin, du corps de circulation, Torushin, qui est le corps des manifestations des Bouddhas à l'intention des êtres des 6 voies. Nous rappellerons seulement qu'à la différence des 3 ou 5 corps du Bouddha qui sont reconnus dans les autres écoles, ces 4 corps de l'ésotérisme sont considérés tous 4 comme des aspects du corps de loi. C'est-à-dire que normalement, dans les autres écoles, ces corps sont distingués dans leur niveau d'existence phénoménale, c'est-à-dire que ce ne sont pas les corps de loi, bien qu'évidemment, en vérité dernière, ils sont intégrés dans les corps de loi, mais ici, ce sont 4 aspects qui sont le corps de loi eux-mêmes, n'est-ce pas? Bon, c'est ce qu'on pourrait appeler l'inflation dogmatique de l'ésotérisme qui tient à mettre toutes les choses à leur niveau le plus haut et qui explique en grande partie le dynamisme de la démonstration de Kukai. Ainsi, en quelques mots, Kukai est parvenu à suggérer à la fois la transcendance de l'état de Bouddha et son immanence dans tous les plans de l'être, mettant en place l'organisation ontologique, si je puis dire, où va se dérouler l'action, l'opérativité des phonèmes et des graphèmes. Il va à présent en contraster les 2 pôles, en termes que chacun, cette fois, peut comprendre, les deux premières phrases, n'est-ce pas? Celui qui a l'intellection, c'est ainsi que je traduis Satori, n'est-ce pas? Satoru, puisque Satoru ne veut pas dire tout à fait éveil, c'est plutôt avoir l'intelligence de quelque chose. Celui qui a l'intellection est appelé le grand éveillé. Je simplifie bien sûr. Ceux qui sont égarés ont pour nom les êtres vivants, Shujo. Mais il est bien évident que c'est avant tout des humains qu'entend parler Kukai, comme la plupart des auteurs bouddhiques sino-japonais. Donc, évidemment, Shujo veut dire n'importe quel être vivant jusqu'aux animaux, et c'est souvent la façon dont c'est traduit. Mais il est bien entendu que lorsque l'on parle de bouddhisme, les Shujo à qui s'adresse le bouddhisme, ce sont les êtres humains. La meilleure preuve en est que les anciens commentateurs chinois, je pense en particulier à Dharmaraksha, que j'ai souvent mentionné, n'est-ce pas, ici, qui est le premier traducteur non seulement du Sutra du Lotus, mais de quantité d'autres textes bouddhiques, au IIIe siècle, eh bien, il traduisait Shujo, les sattvas, il les traduisait par ce qu'on lirait en japonais moderne, Jimmin, n'est-ce pas, Nimmin en japonais bouddhique, c'est-à-dire le peuple. Alors là, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des humains. Le peuple, ou bien parfois les têtes noires, il reprend les vieux termes chinois traditionnels pour parler du peuple, n'est-ce pas? Les Shujo,
dans l'esprit de la plupart des docteurs chinois, étaient les êtres humains. Donc ces êtres vivants sont dans les ténèbres de l'ignorance, de la sottise, et c'est ce qui est indiqué plus bas, la troisième phrase, ils sont dans les ténèbres de l'ignorance ou de la sottise et n'ont pas de quoi s'éveiller par eux-mêmes. Jikaku, n'est-ce pas? Jikaku suru yoshinashi. L'autre pôle, celui des éveillés, peut remédier à cet état de choses. C'est la phrase qui suit. L'ainsi venu, par son adjuvance, leur révèle la direction vers laquelle ils convergent ou ils font retour. Kishu. Je reviens dans un instant là-dessus. Le terme sino-japonais de kaji, c'est-à-dire ce que je traduis par adjuvance, qui est employé ici, est très important dans l'ésotérisme bouddhique. Traduisant un sanskrit adhisthana, je ne l'ai pas donné, enfin, ce n'est pas la peine de le noter, mais qui signifie à l'origine, en sanskrit non bouddhique, extra-bouddhique, n'est-ce pas, la place, la base, le fondement, il prend dans le bouddhisme le sens de résolution, puis de pouvoir surnaturel, le plus souvent mis en action par le Bouddha pour secourir autrui. On le traduit souvent en français, enfin chez les bouddhologues plus anciens, par bénédiction, ce qui évidemment prête à ambiguïté. Mais je préfère pour ma part, afin de mieux rendre le sens des caractères japonais, ajouter de la force pour maintenir, le traduire par adjuvance. S'il désigne donc d'abord la protection que les Bouddhas accordent aux êtres, il vient à prendre dans l'ésotérisme Shingon un sens plus particulier, qui se développe à partir de la scission des deux caractères du composé sino-japonais, ka-ji, n'est-ce pas, kuaru et motsu, jisu. Le premier, ajouter, donner, concerne l'action de la compassion des Bouddhas et Bodhisattvas à l'égard des êtres, tandis que le second, maintenir, garder, indique la réceptivité des êtres à cette action, la mise en harmonie des deux pôles constituant le triple mystère dont on a parlé plus haut. Ainsi, la récitation des dharani, la formation des sceaux, etc., la contemplation des Bouddhas, c'est-à-dire les sceaux, les mudras, n'est-ce pas, inzo, ces gestes de la main propres à chaque Bouddha et Bodhisattva, et la contemplation des Bouddhas faite par les êtres entre en correspondance avec celle des Bouddhas et des Bodhisattvas. Le sens de kaji évolue ensuite pour désigner la liturgie ésotérique exécutée dans un but précis de protection ou d'obtention des bienfaits. Et le sens final est bien sûr dans le composé japonais bien connu, kaji kito, n'est-ce pas, les adjuvances et la prière en quelque sorte. Mais ce n'est pas un sens qui nous retient ici. Il semble évident dans ces lignes que c'est le premier sens, c'est-à-dire celui de l'action d'adjuvance des Bouddhas, qui doit être pris en considération, avec bien sûr la réponse qu'elle évoque avec les êtres dans le triple mystère d'égalité. Pour ce qui est du terme kishu, littéralement la direction vers laquelle on fait retour, n'est-ce pas, omomuki ni kishu, ou kisuru omomuki. Les commentateurs modernes s'accordent à interpréter le second caractère dans le sens de lieu, tokoro, tandis que les commentateurs anciens précisent qu'il s'agit de l'aspect réel, qui est ainsi désigné comme le but de la démonstration. Nous garderons cependant une traduction évoquant plus la direction que le but final, la convergence, n'est-ce pas, en soulignant la proximité du terme avec le mot shiiki, vous vous souvenez, n'est-ce pas, figurant dans le titre du premier ouvrage de Kukai, pour la raison que les commentateurs modernes même les commentateurs modernes, insistent sur l'aspect dynamique du terme, lié à la notion de pratique bouddhique en vue du fruit, qui est l'obtention de l'état de Bouddha. Toujours dans sa description de l'intention générale de son opuscule, Kukai revient maintenant à la question de l'expression des enseignements. Cette orientation de convergence qui est révélée aux êtres ne peut l'être qu'à l'aide de l'enseignement, lequel s'établit grâce aux dénominations. C'est ce qui est dit dans la proposition. Le fondement de l'orientation de convergence ne s'établit que dans l'enseignement dénominatif ou nominal, Myōkyō, le premier terme, que les commentateurs remarquons en passant que ne s'établit que dans l'enseignement nominatif, n'est-ce pas ? C'est une allusion très brève à un analecte, n'est-ce pas, le fragment d'un entretien de Confucius. Enfin, ce n'est pas la peine. Donc, dans le composé Myōkyō, le terme de dénomination renvoie bien sûr à Kemyo, ces appellations ne pouvant être que provisoires ou conditionnelles. Vous savez ce que j'ai traduit par les dénominations provisoires. Ces enseignements nominaux ne peuvent à leur tour s'organiser que par l'intermédiaire des phonèmes et des graphèmes. C'est ce qui est dit tout de suite après. L'essor kyo, n'est-ce pas,
pardon, oui, excusez-moi, j'avais un peu anticipé, je vous avais donné les phrases, les phrases tout à l'heure, mais maintenant nous en sommes ici, n'est-ce pas? Myokyo no kyo, l'essor de l'enseignement dénominatif, ou appellatif, ou nominal, ne se réalise que par les phonèmes et les graphèmes. La précision qu'ajoute ensuite Kukai est importante. Phonèmes et graphèmes élucidés, l'aspect réel se manifeste. Le terme élucidé, bummyo, est plus précis que élucider simplement. Il signifie s'éclaircir par la division ou les distinctions, shabetsu. C'est donc dans un processus graduel, mais qui aboutit à un état d'intégration qui est l'aspect. C'est donc un processus graduel, mais qui aboutit à un état d'intégration qui est l'aspect réel. Ce processus d'intégration est résumé dans la phrase suivante, qui reprend, alors je l'ai divisé par des 3 points, c'est en réalité la même phrase, qui reprend les éléments donnés dès les premières lignes. Ce que l'on appelle phonème, graphème et aspect réel est bel et bien le triple mystère d'égalité du Bouddha en corps de loi. Et l'on voit encore une fois que chacun des 3 éléments est naturellement mis en correspondance avec l'un des mystères. Naturellement, si l'on peut dire, car nous sentons intellectuellement une certaine gêne à distinguer phonème et graphème, le premier comme mystère du corps, le second comme mystère de la parole, puisque tout nous mène à penser que les deux relèvent l'un et l'autre de la parole. Mais les commentateurs suggèrent 2 répartitions possibles. La première, c'est d'abord le phonème comme mystère de la parole, ensuite le graphème comme mystère de la pensée, et enfin l'aspect réel qui devient le mystère du corps. À côté de cela, nous avons une autre correspondance. D'abord, l'aspect réel est le mystère de la pensée, ensuite le graphème est le mystère du corps, et enfin le phonème devient alors le mystère de la parole. Cette perplexité des commentateurs nous donne déjà une idée des questions soulevées par ce texte. C'est cependant la précision que Kukai ajoute pour clore la phrase qui ne peut que surprendre. Les 3 ne sont pas seulement le triple mystère d'égalité du Bouddha en corps de loi, mais aussi le manda, alors, n'est-ce pas, Shujo Honnu no Manda Nari, c'est-à-dire le manda ou mandala inné des êtres. Le terme fondamental de mandala est ici abrégé en manda. Nous reviendrons plus tard là-dessus. La traduction usuelle de mandala, qui est bien plus rare que le terme sanskrit translittéré, endan, que je vous donne ici, c'est la traduction souvent donnée de mandala, c'est l'aire circulaire ou parfaite, permet de comprendre plus facilement ou de se représenter ce que Kukai dit exactement. Son commentateur Dohan, le plus ancien des 2 que je vous ai cités, l'explique ainsi. Je vous donne les principaux termes de son explication. Les êtres ont dès l'origine, motoyori, les 3 actes du corps, de la bouche et de l'esprit. Ceux-ci, ces 3 actes, sont le mandala en 3 quartiers du mandala du plan de la matrice, Taizo Kai Sambu no Mandala. C'est-à-dire que l'acte du corps est le quartier de Bouddha, au centre. L'acte de la parole est le quartier du lotus, Rengebu, à droite. Je vais vous donner l'illustration. À droite, en partant évidemment, c'est à gauche pour nous, mais à droite, à la droite du Bouddha, qui est le centre du mandala. Et l'acte mental, Igo, ou Gogo, Igo, donc, j'ai mis simplement Gogo ici, est le quartier de diamant, le quartier de diamant, Kongobu, qui est à gauche. Ces 3 quartiers épuisent la totalité de l'aire circulaire du quadruple plan de loi. C'est pourquoi on parle de mandala inné chez les êtres. Vous voyez que c'est donc chez le commentateur, il fait bien allusion à le mandala est en quelque sorte l'esprit du pratiquant et qui est mis en parallèle avec ce graphème métaphysique en quelque sorte qui est le mandala. Vous voyez ici ce qu'il veut dire. Donc vous avez ici vous avez le mandala du centre. Ici, vous avez le mandala, le bout, n'est-ce pas, du centre. Ici, vous avez le Rengebu. Et ici, vous avez le Kongobu. Donc, à droite du Bouddha et à gauche du Bouddha Dainichi Nyorai, qui est fondamental. Ainsi, la triple structure en Shinkui est superposée aux 3 principaux quartiers du mandala du plan de la matrice, lequel, vous avez 2 mandalas, n'est-ce pas, c'est peut-être pas la peine de le rappeler ici, vous avez le Taizokai et le Kongokai. Et le plan de la matrice, Taizokai, qui est centré sur le Bouddha Dainichi, alors que le Kongokai, le Bouddha Dainichi, est au niveau supérieur, c'est en quelque sorte une émanation vers le bas. Ici, tout converge vers Dainichi.
Donc, ce mandala qui est centré sur le Bouddha Dainichi est entouré de 4 Bouddhas et de 4 Bodhisattvas. Ce sont les 4 Bouddhas auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous avez 4 Bouddhas et 4 Bodhisattvas qui font 8 personnalités, et ces 4 Bouddhas incarnent en quelque sorte 4 aspects de la sagesse, n'est-ce pas, des 5 sagesses, le Dainichi, la sagesse de Dainichi couronnant le tout. L'intervention d'une notion comme le quadruple plan de loi ne peut nous arrêter ici. Le sens général paraît cependant clair. Les 3 mystères constituent en eux-mêmes la partie centrale du mandala principiel, Kotowari, Ri, centré sur le Ri et la potentialité de la nature de Bouddha qui s'épanouira chez les êtres. Les phonèmes, graphèmes et aspects réels ont entre eux le même rapport que les 3 mystères et les 3 quartiers. Selon Kukai, c'est Dainichi Nyorai lui-même qui a exposé cette triple articulation du langage, si je puis dire, en une révélation stupéfiante pour les êtres. Je vous la donne ici. Stupéfiante, il stupéfie les êtres en la faisant, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'ainsi venu grand solaire, le Mahavairochana Tathagata, en exposant ce dogme des phonèmes, graphèmes et aspects réels, surprend l'oreille des êtres plongés dans leur long sommeil. N'est-ce pas? C'est comme si on mettait de l'eau, pour reprendre le proverbe japonais, de l'eau froide sur l'oreille de quelqu'un qui dort. Et ce dogme, ce gi, recouvre en réalité toutes les expressions doctrinales auxquelles nous avons accès. C'est la seconde phrase. Qu'il soit, au pluriel, qu'il soit exotérique ou ésotérique, bouddhique ou non bouddhique, nai, ge, n'est-ce pas? Lequel de ces enseignements n'aurait-il pas pour base cette porte, c'est-à-dire cette doctrine? On reconnaît ici, soit dit en passant, la préoccupation de Kukai pour les doctrines extra-bouddhiques qu'il avait exposées et critiquées dans sa convergence des 3 doctrines. Mais notons déjà que cette affirmation du caractère universellement englobant, puisqu'il parle des nai-ge, n'est-ce pas? Et vous saviez que dans les 3 doctrines, c'était ju et do, c'est-à-dire en plus du bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme. Mais notons déjà que cette affirmation du caractère universellement englobant de ce dogme ménage évidemment un statut salvifique pour tout phonème et tout graphème, dont l'orientation finale est l'aspect réel. Ce dogme, en dernière instance, Kukai le déclare sans ambages, provient du grand solaire, Mahavairochana lui-même. Il l'appelle d'ailleurs le grand maître dans la conclusion de sa première partie, qui vient après, car n'oublions pas que cette appellation de Daishi se situe dans l'idée que la lignée de l'ésotérisme dont Kukai a été décrété le 8e patriarche, après, n'est-ce pas, son maître chinois Eka, lui, Huiguo, étant considéré comme le 7e, cette lignée a comme patriarche, c'est-à-dire patriarche fondateur, le Bouddha Mahavairochana lui-même, n'est-ce pas? C'est tout à fait singulier. Dans d'autres lignées bouddhiques, on donne en général un personnage historique qui est à l'origine. Mais ici, donc le grand maître est ici dans cette dernière phrase. À présent, nous fondons sur les directives du grand maître, nous extrayons nous extrayons ce dogme. Il va le tirer de sa réflexion et de l'ensemble du texte. Que les savants qui viendront après nous y consacrent au mieux leur pensée et le fréquentent en esprit. Telle est l'intention générale que Kukai décrit comme président à son opuscule. Il s'agit pour lui, en posant l'interaction des 3 entités que sont les phonèmes, les graphèmes et l'aspect réel, dont nous pouvons avoir une représentation concrète, puisqu'elle se réalise aussi dans notre dimension phénoménale. Donc, il s'agit d'y voir se refléter, par analogie, les 3 mystères de la même interactivité qui se déroulent dans la pensée du Bouddha en corps de loi. Ce sont donc 3 mystères d'égalité, parce qu'il n'en va pas autrement dans le plan de loi suprême que dans notre plan d'existence. L'aspect réel, qui est le but vers lequel tend l'action des phonèmes et des graphèmes, phénoménaux, est bien celui suprême, commun aux êtres et au Bouddha. Il s'agit bien d'un dogme, c'est-à-dire d'un objet d'enseignement qui a été donné à l'humanité par l'intermédiaire des Bouddhas, car les êtres humains n'auraient pas eu les moyens d'accéder par eux-mêmes à l'éveil sans supérieur. L'action des Bouddhas est une adjuvance efficace qui se transmet par l'enseignement, l'enseignement étant lui-même par force fondé sur des appellations, et c'est en ayant une claire connaissance, par l'analyse de ce que sont les phonèmes et graphèmes qui composent l'enseignement, que l'on accède à l'aspect réel. Le terme d'aspect réel doit être compris dans toute sa richesse. Jisso. Je ne l'ai pas donné ici, mais enfin, Jisso, vous vous souvenez, nous l'avons vu très souvent. Nous aurons l'occasion d'y revenir un jour, mais nous pouvons déjà dire qu'il s'agit d'une expression chinoise qui a été largement diffusée dans le monde chinois grâce aux traductions de Kumarajiva,
autour de l'an 400. Et bien sûr, avant tout, dans sa traduction du Sutra du Lotus, sans qu'il y ait une expression sanscrite dont on puisse dire qu'elle en soit la traduction. Il n'y a pas de... Vous savez, par exemple, Étienne Lamotte avait parlé de Bhuta Lakshana, mais le terme de Bhuta Lakshana n'existe pas en sanskrit, c'est du sanskrit reconstitué. On ne peut pas dire qu'il y a un mot sanskrit précis dont Jisso soit la traduction. C'est une sorte de résumé en chinois de plusieurs concepts sanscrits qui a donné lieu à son tour à une autre lignée de réflexion, n'est-ce pas ? Elle est considérée, cette locution Jisso, comme l'abréviation de Shoho Jisso, l'aspect réel des entités, des dharmas, que l'on peut aussi traduire par la réalité des étangs. Pour en accentuer le caractère quelque peu paradoxal, on ne s'en aperçoit pas assez, n'est-ce pas ? Nous pourrions même le traduire par la réalité des phénomènes. Les phénomènes ne sont pas réels a priori, mais donc c'est en même temps le quasi-oxymore que constitue ce composé qui permet plus facilement de comprendre son caractère pluridimensionnel. C'est-à-dire qu'il peut s'appliquer à la fois dans le domaine métaphysique du plan de loi et dans notre dimension phénoménale. Car le caractère so, qui signifie la marque, le signe caractéristique qui permet de distinguer et de différencier entre eux les phénomènes visibles, comme tout ce qui est perceptible par les sens, ce signe donc est certes en quelque sorte incompatible avec la notion de réel. Ce qui est réel est au-delà du signe dans le bouddhisme, mais constitue dans la dimension phénoménale une porte d'entrée, une interface, pour utiliser le mot moderne, qui donne sur toutes les dimensions, y compris celle qui est au-delà des marques, le musso, n'est-ce pas, l'absence de marque. Déjà donc dans ce composé si fondamental dans les doctrines bouddhiques du monde sinisé, nous avons la tension en même temps que la réunion entre le véritable, le réel authentique d'un côté, et le phénoménal, ce qui est à dépasser de l'autre. C'est un terme qui est accessible par sa face transcendante comme par sa face immanente. Alors, après cet exposé du sens général, qui doit en principe annoncer l'essentiel du contenu de l'ouvrage, Kukai passe à la seconde partie, qui est l'exégèse des termes et le sens substantiel, n'est-ce pas ? Shakumyo Taigi. Remarquons qu'en reprenant les appellations qu'il avait utilisées au tout début de son livre, n'est-ce pas, Kukai apporte une précision qui vient confirmer que la seconde partie de son composé de 4 caractères devrait avoir un sens verbal, puisqu'il parle, je ne l'ai pas donné ici, je crois, de extraire le sens substantiel, taigi-o idasu. Cet ajout verbal vient cette fois substantiver le composé taigi, sans que l'on puisse penser que l'acception de la première occurrence doit en être modifiée. Donc la seconde partie va être elle-même divisée en deux. L'exégèse des noms et l'exégèse du sens, selon l'opposition nom-sens que nous avons vue. Mais l'exégèse des noms va être elle-même divisée en deux sous-parties. C'est l'une des maladies des commentateurs sino-japonais, la division éternelle de plus en plus détaillée. La première, très brève, et nous aurons peut-être le temps de la voir dans les 10 minutes qui restent, est consacrée à l'explication des noms séparés et de leur implication sémantique, tandis que la seconde sous-partie examine les modalités de la composition, de l'agencement interne des 3 termes entre eux. Fait remarquable, ces modalités de composition, que nous verrons la semaine prochaine, vont être examinées selon les notions établies par la grammaire sanscrite. Voyons d'abord cette première sous-partie de l'exégèse des termes. Je vais essayer d'être bref, mais c'est un peu délicat, puisque vous verrez que ça finit sur quelque chose d'important. Avant que d'en prendre... Donc, il propose d'abord l'explication du terme sho, koe. Avant que d'en prendre connaissance, il sera utile de rappeler le sens de ce caractère chinois. Si la lecture explicative japonaise de koe pour sho implique bien évidemment le sens de voix, voix VOIX, n'est-ce pas, dans une acception fort proche de nos langues, le caractère chinois sheng couvre un champ sémantique beaucoup plus vaste, qui va du son, de la résonance, au son musical, voire au cri des animaux. Il peut aussi désigner la parole, la musique, la modulation, le ton en chinois moderne, enfin en chinois depuis les Tang, n'est-ce pas ? Ce n'est donc pas forcément le son articulé portant le langage que le mot chinois désigne. Les 2 premières phrases de Kukai concernent cet aspect sémantique plus général, voire son aspect physique ou physiologique. Je vous le donne ici. Les souffles internes et externes, une fois suscités ou déployés, ne peuvent que résonner. C'est ce que l'on appelle la voix.
Cette allusion aux conceptions chinoises traditionnelles sur le souffle, Fu Qi, explique ainsi l'origine physique de la voix. Par un raccourci qui est en quelque sorte une pétition de principe, les souffles externes suscités par l'air aspiré puis expiré et renforcés par les souffles qui sont considérés comme provenant de l'intérieur du corps pour provoquer une résonance. Donc c'est une simple résonance qui provoque ces deux souffles, mais Kukai ne considère que l'aspect vocal de cette résonance. C'est ce qui est donné après. La résonance s'appuie forcément sur la voix, et la voix est donc la base de la résonance. C'est délibérément qu'il se livre à cette restriction de sens, tout en inversant en quelque sorte l'ordre logique du processus, puisqu'il considère que tout le processus physiologique qui provoque la résonance a pour base, fondement ou racine, la voix. Ceci devient donc la cause finale du processus. Cet aspect téléologique, n'est-ce pas, est renforcé par la phrase suivante, qui lie directement la voix au langage. La voix ne se déploie pas en vain. C'est le quatrième point. La voix ne se déploie pas en vain. Elle exprime forcément le nom des choses et est appelée graphème. C'est un peu surprenant. Cette déclaration est très importante pour notre propos, puisque l'on voit que pour Kukai, la finalité de la voix est la désignation des choses, mono arawasu, n'est-ce pas, hyōbutsu, et le terme butsu, motsu, est le plus souvent dans le bouddhisme utilisé comme synonyme soit des entités, shōho, donc tous les phénoménales, soit simplement les êtres, shujo, les êtres animés. Nous sommes en tout cas avec ce terme dans le domaine du phénoménal. Plus surprenante est l'affirmation selon laquelle la dénomination, myo, est appelée graphème, ji, sans considération de la possibilité d'un stade uniquement oral de la réalisation de cette dénomination. Il est vrai que le caractère chinois ji peut aussi désigner le nom propre, par exemple, mais ça ne peut être le cas ici, d'autant plus que Kukai emploie, toujours dans le même sens, le composé de monji. Il s'agit d'un raccourci de pensée. Kukai entend montrer que le premier terme de sa trilogie, Shō, Ji, Jisso, entraîne parallèlement les deux autres. Shō engage à la fois Ji et Jisso, de la façon que nous allons voir. La voix débouche d'une part sur le graphème, qui dénote l'appellation, myo, les deux modalités de la voix, qui sont donc l'appellation, et la dénomination des phénomènes, et le graphème qui la note. En même temps, la dénomination qui, nous venons de le voir, exprime la chose phénoménale, a un autre effet. C'est ce qui est en bas, encore une fois, n'est-ce pas? Myo, kanarazu, tai o shosu, ou maneku, le nom invite ou suscite forcément la substance, que nous appelons ici l'aspect réel. Dans le moment même, si nous lisons bien Kukai, où la dénomination dénote le phénoménal, l'entité qui nous tombe sous le sens, cette dénomination, la relie par-delà son aspect phénoménal à son aspect réel. Cela, bien sûr, en fonction du triple mystère d'égalité, qui fait que tout ce qui implique ces trois concepts dans le monde phénoménal l'est par analogie au monde de la réalité, à l'opération même du Bouddha en corps de loi. Terminant l'explication terme à terme de son titre, Kukai conclut que la triple distinction, c'est la dernière phrase, la triple distinction entre phonème, graphème et aspect réel a pour nom sens. Passons aux deux phrases suivantes, qui sont un rappel du processus physique d'apparition de la voix et des phonèmes, assorti d'une énumération qui doit nous arrêter. La première phrase, enfin, les deux premières phrases. De plus, l'entrechoquement ou le contact mutuel des quatre éléments terre, air, feu et eau, terre, eau, feu et vent, provoque forcément un son résonnant en réponse, lequel a nom phonème, chaud, n'est-ce pas, voix. Les 5 sons, les 8 timbres, les 7 désinences, les 8 cas, tous tant qu'ils sont, se produisent en relation avec la voix. Pour ce qui est de la première phrase, elle concerne encore une fois le phénomène physique qui produit la phrase. Mais la seconde phrase, avec ses énumérations, nous donne une idée très intéressante de ce qu'entend plus précisément Kukai. Ici, les commentateurs anciens et modernes sont comme toujours utiles, mais ils peuvent aussi brouiller les pistes. C'est ainsi que pour les 5 sons, on donne en première possibilité les 5 notes de la musique ancienne chinoise. Je vous en donne la nomenclature tout de suite, ne revenons pas dessus. Et pour lui, les 8 timbres, les hatchin, n'est-ce pas qu'on pourrait dire yatsu no oto, hatchin,
ce seraient les 8 catégories d'instruments de musique en métal, en pierre, en bambou, en bois, etc. Si l'on prend ces premiers termes dans leur acception musicale et chinoise, ils contrastent alors avec les deux derniers, les 7 désinences, shichile, et les 8 ka, hatten, ou 8 mutations, que tous les commentateurs, cette fois, s'accordent à comprendre comme étant des catégories grammaticales sanscrites, les 7 désinences étant les 8 cas de la déclinaison, moins le vocatif qui n'a pas de désinence. Ça vous rappelle peut-être la grammaire latine, ça n'a pas d'importance ici. Sachez bien simplement que donc, pour Kukai, il y aurait une nomenclature physico-musicale d'une part, les deux premiers termes, et ensuite un rappel des désinences de la grammaire sanscrite, c'est-à-dire cette fois les lettres elles-mêmes, n'est-ce pas? Les lettres et phonèmes. Si l'on peut imaginer que Kukai a délibérément pris ces exemples dans le domaine de la musique chinoise d'une part et de la grammaire sanscrite de l'autre, on ne peut s'empêcher de penser que ce serait en décalage avec l'ensemble du développement, où il rattache sans transition le son au langage, nous l'avons vu. Mais les commentateurs anciens donnent 2 autres sens possibles aux 2 premières catégories. Les 8 timbres ne se rapportent plus alors aux instruments de musique, les hattons, n'est-ce pas, les hachin, mais aux 8 qualités de la voix de Bouddha. Hachin ne serait plus lu alors à lire hachin, mais hatton, et ça devient un terme entièrement bouddhique en lecture gohon. Alors je vous donne ici les 8 timbres de la voix de Bouddha, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de... Donc il a une voix très belle, il a une voix mélodieuse, moelleuse, une voix harmonieuse, une voix pleine de sagesse, une voix non efféminée, une voix qui ne se trompe pas dans les sons, c'est très important pour le sanskrit, une voix profonde et une voix inépuisable. Enfin, c'est un son plutôt qu'une voix ici. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que selon ces commentateurs, les 5 tons, les 5 sons, n'est-ce pas, Goon, Goin, ne sont plus les 5 sons, mais les 5 voyelles du japonais, A, I, U et O. Les commentateurs se contentent de donner les 2 possibilités, soit les 5 sons, les 5 notes de musique, soit les 5 voyelles, sans décider pour l'un ou l'autre. Mais cela nous amène à un double, voire un triple constat. Tout d'abord, admettre que les 2 premières énumérations concernent la langue donne à la liste plus de cohérence, sans toutefois que nous soyons obligés de la considérer comme nécessaire. Car en effet, si les 5 sons sont bien les 5 voyelles, les assimiler à I, U et O ne sauraient s'appliquer qu'au japonais, puisque si le sanskrit a bien 5 voyelles de base, il s'agit de voyelles A, I, U, R, L, et les E et le O en sanskrit sont considérés comme des diphtongues et pas des voyelles. E, c'est la rencontre de A et I, et O est la rencontre de A et U. Et ils ne sont pas d'ailleurs donnés comme 5 voyelles dans les traités de Siddham. Faut-il alors considérer que Kukai pensait déjà aux voyelles japonaises? Bien que nous ne puissions en être certains, cela est en tout cas indubitable pour ses commentateurs, même les plus anciens. Et vous voyez d'ailleurs que les commentateurs donnent... Alors ici, vous avez la dernière ligne donne en caractère chinois la forme de hiragana ou de katakana qui sont très couramment employés à l'époque de Heian pour noter, ils ne sont pas unifiés comme maintenant, vous avez des variantes, la liste est toujours la même, la liste des phonèmes est toujours la même, mais la liste des graphèmes est très diversifiée. Donc A, I, U et O, et je vais vous faire remarquer que le dernier graphème, la lettre qui correspond à la lettre O, est en réalité la lettre wo, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ici, nous sommes dans un état plus récent du japonais où le wo et le o ne sont plus distingués. D'ailleurs, l'autre commentateur plus récent, pourtant, donne comme équivalent du o, non pas la lettre O ici, mais donne ce caractère, n'est-ce pas, qui est évidemment la base du hiragana O. Alors vous voyez bien que même si Kukai n'a pas fait la relation entre les 5 voyelles et les 5 sons, ses commentateurs l'ont fait. Alors, donc ils ont tous pensé de bonne foi que Kukai décrivait le système vocalique japonais, faisant ainsi de même le lien entre l'exposé du grand maître, Dainichi Nyorai, sur les graphèmes et le système syllabique japonais, Dainichi Nyorai et Kobodaishi,
donc, qui relient ensemble les graphèmes à tous leurs niveaux et les kana japonais. Cela dès le début du traité. Nous verrons la prochaine fois la suite de ce texte, qui est, comme vous le voyez, il n'est pas simple, mais il y a des développements tout à fait passionnants pour notre propos, qui, n'oubliez pas, la sacralisation de la langue japonaise. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au séminaire qui commencera dans 5 minutes. Pour ceux qui veulent le